Le cinéma, qu'est-ce que c'est pour vous? Tout? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de passion et que tout à l'heure vous disiez qu'on avait l'air, je sais pas, morose, etc. Mais non, on ne l'est pas. Dire, pour faire les films qu'on fait, on ne peut pas l'être. Dire, le tournage d'un film, un projet, la lutte quelquefois pour le faire décoller du sol, les gens qu'il faut convaincre, la manière dont on dépense une énergie. On est là avec nos angoisses à pas dormir. Moi, j'attrapais des angines terribles avant chaque tournage. On passe des nuits, on peut pas dormir. J'ai été ravagé de doutes pendant La vie rien d'autre et puis Daddy Nostalgie et La vie rien d'autre qu'on essayait de convaincre. Il a fallu se battre pendant 2 ans pour convaincre les gens que ce film allait toucher je ne voyais que des gens qui disaient, à part mon producteur René Klettmann, je voyais que des gens qui m'expliquaient, disaient ne le faites pas, ça ne va jamais intéresser les gens. Une histoire qui se passe en 1920 sur la recherche des morts, ça ne peut pas intéresser les gens. On me l'a expliqué, des gens, le PDG d'Europe numéro 1 est venu me dire, renoncer, ça ne peut pas. Alors il faut se battre contre ces gens continuellement. Donc la passion, elle est tout le temps, elle est sur le plateau, elle est dans le moment, dans la salle de montage, quand on croit qu'on s'est complètement planté, qu'on est malade, désespéré. Et moi, le problème, justement, c'est de revenir dans la vie réelle. C'est ça qui est dur. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. En enregistrement depuis encore une fois le studio Terre de Canal B. Merci à Charlie de nous prêter son appartement pour que l'on puisse enregistrer cette émission qui se fait donc après l'information comme quoi Bertrand Tavernier nous a quittés à notre grand regret, parce qu'on aurait quand même beaucoup aimé le rencontrer dans cette émission, je pense, pour qu'on parle ensemble de cinéma. Bertrand Tavernier qu'on vient d'entendre là, notamment parler de passion qui peut manquer à certains. Bah ouais, c'était ça. De toute façon, c'était une grosse perte. Moi, ça m'a beaucoup peiné, mais effectivement, plus par son travail de cinéphile. Après, on en recausera, que pour son travail de cinéaste, parce que moi, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi de par son bouquin 50 ans de cinéma américain, dont il me semble, je me rappelle plus si on avait déjà évoqué ça. Je pense probablement à mesure de quelques émissions comme ça, mais c'était cette sorte de bible qui était la 2e édition d'un premier bouquin qui s'appelait 20 ans ou 30 ans de cinéma américain, qu'il avait coécrit avec Yves Boisset, il me semble, et que là le 2e tome 50 ans de cinéma américain était coécrit avec Jean-Pierre Coursedon, et qui consistait à une sorte, il y a quelques mois, c'était au mois de décembre, tout à fait, ouais. Et qui consistait en des notules de metteurs en scène. Et la particularité de cet ouvrage-là, en plus d'être d'être un super travail d'analyse et de travail de recensement absolument prodigieux, c'était de garder une trace de la première édition et de revenir au fur et à mesure des nouvelles notules, des nouvelles rééditions, de garder la trace des appréciations de 30 ans auparavant. Et ça, c'est du coup une sorte de travail de sédimentation de cinéphilie, c'est-à-dire on pouvait voir le rapport que Tavernier pouvait entretenir, et que du coup les cinéphiles pouvaient entretenir avec un tel cinéaste, un tel grand nom ou petit nom du cinéma, et voir le rapport qu'il pouvait entretenir avec lui 30 ans plus tard. Et la bonne nouvelle a priori, c'est que, moi c'est le bouquin que j'attends depuis longtemps, c'est parce qu'on sait que c'est un travail sur le long terme, c'est son 100 ans de cinéma américain, c'est-à-dire la 3e édition de ce bouquin-là,
cinéaste-là, qui a priori sur lequel il aurait mis une touche finale avant de décéder, et qui va donc du coup comporter beaucoup de tous les cinéastes aussi contemporains, même si ça allait déjà relativement loin. Et j'ajoute aussi que c'était des appréciations, moi, ça m'a accompagné parce que du coup ça me permettait de découvrir des cinéastes, et surtout ça avait des traitements de cinéastes sur lesquels j'étais pas forcément d'accord. Il y a eu beaucoup d'engouement ou même de détestation que je ne partageais pas, mais comme souvent chez Tavernier, la pensée était tellement claire que finalement on avait quand même ça a aidé à se positionner par rapport à ça, quoi. C'était extrêmement sincère aussi. Moi, j'ai la même chose qu'avec toi. J'étais pas souvent d'accord quand même avec ce que je pouvais lire comme appréciation d'un cinéaste, mais il n'empêche que je pouvais pas remettre en question la bonne foi déjà de Tavernier, et le fait qu'il avait en effet un savoir et une envie de partager des choses qui étaient complètement sans commune mesure. J'ai l'impression aujourd'hui, parce qu'il y a ce livre-là en effet, mais c'est pas le seul travail qu'il a pu faire en dehors de celui de cinéaste. Il y a son gros ouvrage aussi qui a été ressorti il y a peu de temps d'ailleurs, un ami américain, les entretiens qu'il avait pu donner, avoir avec tout un tas de cinéastes, à la fois du Hollywood classique comme des cinéastes beaucoup plus, pas contemporains, mais pas presque. Dont un super entretien avec Quentin Tarantino, on voit deux tarés en train de parler ensemble, c'est extraordinaire. C'est assez fascinant. Et puis aujourd'hui, nous parlerons notamment de Ciné Lumet. C'est l'occasion de la sortie d'ailleurs en Blu-ray en France chez nous de Child's Play, c'est chez Rimini, mais il n'y a pas si longtemps est ressorti aussi chez Sidonis le Gang Anderson de Lumet aussi, avec Sean Connery. Et puis voilà, Tavernier, c'était justement avec Patrick Brion notamment, celui qui était présent sur tous les bonus quasiment des films de Sidonis, donc des westerns en veux-tu en voilà, mais pas que. Et c'est vrai que on en avait déjà parlé, je crois, mais c'était toujours, moi je trouve intéressant d'avoir à la fois Brion et Tavernier dans les bonus des films Sidonis, parce qu'on avait Patrick Brion qui lui a ce rapport vraiment d'historien, hein, donc c'est des informations énormément, et puis très peu d'analyse chez Patrick Brion, et d'avoir à côté justement ce regard de passionné de Tavernier qui te parlait un petit peu avec justement ce qu'il avait sur les tripes, mais de façon très très intelligible quand même, bien évidemment. Ça a apporté vraiment quelque chose de très particulier, et je préférais toujours, même si je respecte le travail de Patrick Brion, mais je préférais toujours quand même ce que pouvait apporter Tavernier sur un film, quoi. Ouais, complètement, mais je pense que de toute façon la comparaison est toujours justifiée quand j'essaie de voir un petit peu ce qui fait la spécificité de Tavernier. Je pense que Patrick Brion, c'est la bonne personne auquel le comparer, parce qu'il incarne une certaine idée d'une certaine cinéphilie. Ils font tous les deux partie d'un certain courant de cinéphiles plus proche de positif, on va dire, que celle des cahiers du cinéma, et autant l'un a ce rapport justement que je peux moi facilement accoler à cette cinéphilie là, c'est-à-dire un rapport assez académique, assez universitaire à l'histoire du cinéma, et moi j'ai toujours tendance à avoir un côté un petit peu mortifère là-dedans, et même au cinéma de minuit, j'ai toujours trouvé que les présentations de Brion, moi je trouve que ça a toujours été mortifère. Il y avait un côté inquiétant, il y a un côté genre on va rentrer au musée, quoi, attention, vous allez rentrer au musée, ayez un petit peu de respect et enlevez vos chapeaux. Et en fait, moi, chez Tavernier, j'ai toujours eu l'impression qu'il parlait des films au présent, en fait, qu'il y a toujours un rapport direct au cinéma. Je pense que ces DVD classiques avaient mis un petit peu le doigt dessus à travers leur hommage qu'ils ont pu rendre à Tavernier, quand ils parlent d'une sorte de musée imaginaire de Tavernier qui serait une sorte de musée habité par des commissaires un petit peu fous qui changeaient toujours les tableaux de place, et qui seraient constamment vivants. Mais à aucun moment on a l'impression chez lui que le cinéma est une sorte de musée à respecter. Voilà, on est toujours l'impression dans un rapport au vivant et à la passion, et à un regard constamment renouvelé sur les œuvres, comme si on les regardait depuis la veille, quoi, et enfin comme si on les avait vus la veille. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment ça qui faisait de lui un passeur absolument exceptionnel, quoi. On aura peut-être l'occasion, comme tu le disais, si jamais 100 ans de cinéma américain paraît, de revenir de toute façon sur ce travail. Aujourd'hui, on parlera pas donc du cinéma de Bertrand Tavernier. Comme je disais, on parlera de Ciné Lumet et de Child's Play. Avant ça, on va se faire un petit plaisir quand même, puisqu'on a tous les deux supporté 4 heures de Zack Snyder.
C'est un peu normal de rentabiliser ce temps perdu. Ça serait quand même dommage de pas partager ça justement avec vous, hein. On était en train de parler de passion du cinéma. Zack Snyder se place là, j'ai envie de dire. Et puis si jamais on a le temps, il y a 2-3 autres films qui sont sortis quand même en DVD dont on pourrait parler. Et Antonin notamment avait vu Meurtre sous contrôle de Larry Cohen. On verra bien sûr si on a le temps d'en causer. Justice League de Zack Snyder. Ça m'intéresse. Moi je m'étais promis en fait il y a quelques temps de plus regarder un film Marvel par exemple, parce que j'avais vraiment ça se regardait bien régulièrement quand même, mais j'avais quand même l'impression de voir la même chose constamment et puis de perdre un peu de mon temps et de tous les mélanger, et puis voilà, peu d'intérêt. Zack Snyder donc dont on a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises, hein, officie lui chez le studio concurrent, hein, DC Comics, hein, Warner donc. Voilà, Warner, où un certain Christopher Nolan a fait lui aussi ses preuves dans le genre. Christopher Nolan qui est à la production d'ailleurs, hein, de Justice League. Entre autres, les grands esprits se rencontrent. Pour la petite histoire. Donc, Zack Snyder avait déjà commis Batman contre Superman, hein, et puis Man of Steel. Man of Steel, je crois que c'était lui aussi, hein, qui était quand même assez désespérant comme film. Et Justice League avait lui-même eu le droit déjà à une première sortie il y a quelques temps, mais finalisée par Josh Whedon, puisque pendant le tournage, je crois que c'est la fille, hein, de Zack Snyder qui décède, et donc du coup il arrête, ce qui est tout à fait normal, mais les fans, et l'histoire est aujourd'hui assez connue, hein, réclament la Snyder Cut, donc une version plus longue, plus sombre, tout team. Et le studio se laisse convaincre assez facilement quand même, et propose à Zack Snyder de terminer donc sa version. Il s'agit donc de retourner beaucoup de scènes, hein, de refaire tout un montage, beaucoup d'effets numériques. J'ai envie de dire un pognon de dingue. Zack Snyder accepte de façon vraiment, parce qu'il aime le cinéma, de ne pas être rémunéré d'ailleurs pour tout ce travail de titan, pour enfin réaliser son œuvre d'art, qui quelque part dans la façon dont c'est proposé par lui-même et par la Warner pourrait faire penser, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cinéma, à Fury Road. C'est vrai que là d'un coup un objet comme ça d'un auteur, mais qui propose une vision vraiment spectaculaire, tout à la fois spectaculaire et intime quand même, de héros comme ça, mythologiques, en plus dans une version, là on peut la voir en noir et blanc, hein, comme le film de Justice is Grey. C'est ça. Et là d'un coup on se dit voilà, ça serait pas exactement l'objet prétentieux de Christopher Nolan, ça serait vraiment quelque chose de généreux, de spectaculaire, comme peut le proposer Miller. Bien évidemment Zack Snyder n'a pas vraiment de talent, ni de goût, ni quoi que ce soit. Il a trouvé il y a déjà une dizaine d'années maintenant, j'ai l'impression, un style qui correspond grosso modo à faire beaucoup de scènes au ralenti, hein, et ça se limite, j'ai l'impression quand même beaucoup à ça, avec une petite musique pop, ou pas que, plutôt élégiaque, pop symphonique, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Alors là on a quand même le compositeur d'ailleurs, je crois d'ailleurs ouais, Junkie XL, voilà, de Mad Max Fury Road, ce qui est loin d'être la plus grande qualité de Mad Max Fury Road. Non, bien sûr. Encore qu'il y a des très beaux morceaux. Oui. L'autre élément, je pense, qui pourrait qualifier, enfin qui pourrait permettre de qualifier comme ça le style de Zack Snyder, au-delà des ralentis, je pense, et c'est sans doute un des trucs qui m'a le plus agacé dans ce long truc qu'est Justice League, c'est sa volonté d'iconiciser le moindre de ses personnages à tout bout de champ. C'est-à-dire que ça lui suffit pas de montrer un personnage, d'en faire une icône. Il faut qu'il reste une icône constamment. Donc on a l'impression de voir des blocs de marbre comme ça. Attention, ce sont des icônes, se balader pendant 4 heures, mais sans rien faire de cette image-là, de cette capacité d'être une icône, en fait, sans la remettre en... Donc voilà, c'est deux choses qui, je pense, caractérisent essentiellement son cinéma, et qui m'agace quand même profondément, mis à part peut-être une séquence dans Justice League où là je me suis dit merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est bien entendu la célèbre séquence de Flash, la découverte des pouvoirs de Flash, qui m'a paru durer une éternité et qui se passe donc évidemment au ralenti, ce qui pourrait être avoir un sens pour le coup. Un sens pour Flash, hein, mais vu que tous les personnages sont filmés comme ça, là du coup ça en perd un petit peu, et qui se passe donc sous une pluie de saucisses knacky. Ce qui est quand même assez perturbant dans un objet comme ça qui se veut sombre et vouloir faire la nique un petit peu à Avengers, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, qui était déjà assez désespérant, faut bien l'admettre. Je voulais juste quand même revenir moi sur ce film et en faire partager les auditeurs de mon expérience, parce que ça faisait quand même très longtemps, malgré le fait que j'ai vu quelques Marvel,
que j'avais pas eu l'impression que quelqu'un me volait mon temps de vie. Et ça m'a profondément mis en colère. Pas le film en lui-même était chiant et sans intérêt. J'arrêtais pas de me dire, il ne se passe rien, il ne sait pas raconter une histoire, il sait pas ce qu'il pourrait faire de ses personnages. Il se prend pour le moindre de ses personnages. C'est l'impression que ça me donnait. Tu pourrais voir en effet une espèce de réalisateur qui tente malgré tout de faire revivre des choses qui ont disparu. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Il y a une histoire là-dessus dans le film, quand même, faire revivre Superman alors qu'il est mort au début du film. Et j'ai l'impression, voilà, mais il se prend pour Superman, en fait, c'est un peu ça, quoi. Ce qui est quand même limite. Oui. Alors même qu'il compare Superman à Jésus aussi en permanence, là, du coup, qu'ils se prennent pour... Il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant de la part du personnage lui-même, de Zack Snyder. Remets-toi en question, s'il te plaît. Mais voilà, j'étais très en colère du temps qu'il m'a fait perdre. Et ça, en fait, je lui pardonnerai jamais, je pense. Non, moi c'est vraiment, enfin, c'est le truc le plus à chier que j'ai vu depuis très très longtemps. Enfin, et comme tu dis, après, moi, c'est vrai qu'il m'arrive encore de regarder des Marvel parce que j'en rattrape certains avec mon fils de temps en temps, et c'est vrai que c'est particulièrement nul. Mais au moins, on a l'impression que les Marvel, ça pète pas plus haut que son cul quelque part, quoi. C'est qu'on a quand même l'impression que les fans de ça vont faire passer ça pour du Shakespeare. Non, mais ou ça quelque chose rentre comme dans ça. un moule, on sait ce que c'est. C'est un film d'entreprise, et puis complètement, voilà. c'est sans âme, sans goût, il y a rien du tout. Mais ça essaye pas de se faire passer pour une œuvre absolument monumentale d'ambition, on va dire tragique au sens classique du terme, quoi, vraiment. Et là chez Snyder, c'est vraiment ça. Et ce qui est sidérant, c'est que moi j'avais un petit peu envie de le voir, non pas que je participais de la campagne release de Snyder Cut, mais Zack Snyder, c'est quelqu'un où je vais voir les films parce que depuis le début, je le déteste, qu'en fait je trouve que ce mec est vraiment le cancer du cinéma, plus que Nolan quelque part, quoi. C'est vraiment ce type-là, je me rappellerai très bien. Alors même que Snyder a assez peu d'influence quand même. Non, il a assez peu d'influence, mais finalement, et on le voit à travers la sortie de ce release Snyder, enfin ce Snyder Cut, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a des admirateurs et qui vont tenir ça pour le haut du panier de l'histoire du cinéma. Il y a clairement des gens qui vont dire que c'est vraiment un immense chef-d'œuvre. Oui, mais c'est sans doute les gens qui disent la même chose de Joker ou de... Oui, peut-être, mais là peut-être, ça c'est sûr, mais là j'ai l'impression de le prendre de face, ce côté, voilà, si maintenant on considère que ce truc-là est vraiment le summum du cinéma, c'est quand même particulièrement tragique. Et c'est vrai que ce type-là, on a l'impression, Zack Snyder, pour moi, c'est vraiment le pur enfant des... en fait, moi je fais les mêmes reproches à Snyder que j'ai l'impression qu'on faisait les reproches à partir du moment où tous les cinéastes du clip ont débarqué dans les années 80, tous ces cinéastes du visuel qui faisaient de la belle image et compagnie. Et Snyder, il est apparu sur la scène du cinéma avec son remake de Zombie de Romero, et je me rappelle très bien d'avoir lu une interview dans Mad Movies de lui où il disait oh là là, je les ai bien eu les gens du studio, ils m'ont pas vu venir avec toute ma contre-culture et je leur ai balancé de la contre-culture un maximum. T'es là, mais comment on peut être assez con pour sortir une phrase comme ça? Et c'était vraiment considéré déjà la contre-culture comme une sorte de produit commercial qu'on pouvait injecter en plus sous la culture officielle. Tu dis mais qu'est-ce que c'est le sens de ce truc-là? Et au fur et à mesure, il a pas déçu, il a complètement dénaturé les trucs genre Watchmen. Et moi je me rappelle qu'on avait même, je crois tous les deux, il me semble, défendu un petit peu Sucker Punch, parce que je l'ai pas revu, mais ça m'avait paru comme voilà au moins un truc qui était frontalement complètement con. Oui, c'est important de préciser pourquoi on défendait Sucker Punch, parce qu'en effet c'est un peu indéfendable comme film, mais il me semblait qu'il y avait quelque part enfin une bêtise assumée, en fait. Je vais faire n'importe quoi, je sais pas comment le faire, c'est fait n'importe comment du coup, et je le fais, mais vraiment de façon très très honnête, quoi. Je crois en ce que je fais, même si je sais pas ce que c'est. Et puis il y avait ce côté un petit peu foutraque baroque visuel de Snyder, où là d'un coup on avait, si je me rappelle bien, plein de créatures différentes, et puis c'était uniquement des combats, c'était juste des prétextes pour voir des différents modes de combat, du kung-fu, des trucs d'arts martiaux, et avoir des reprises toutes pourrites de morceaux de la pop. Et en gros voilà tout ce que en tant que fanboy il avait pu aimer, de pouvoir leur caler en prenant comme prétexte une sorte d'histoire un petit peu à la Magicien d'Oz ou à la Alice au Pays des Merveilles, me semble-t-il, c'était un truc comme ça. Et on disait voilà, c'était juste une sorte de motif comme ça de gimmick, ce truc-là de la jeune fille qui rêvait sa vie dans des univers imaginaires, juste pour que ce gros bourrin de fanboy de Snyder puisse mettre ce qu'il avait bien aimé au cinéma. Et je me disais voilà, au moins là il s'est trouvé, parce que ce mec-là
n'a rien à dire. Tout ce qu'il a toujours kiffé, c'est toutes les créatures de l'imaginaire, mais sans jamais avoir à s'inquiéter de ce que ces créatures de l'imaginaire pouvaient être comme passerelle de signification sur le réel, ce que sans ça, l'imaginaire, à mon avis, ne vaut rien, mais c'est peut-être le problème du temps de se dire que voilà, finalement, il suffit de foutre des zombies maintenant dans un film pour se dire que voilà, c'est cool, mais en même temps, voilà, les zombies sont représentatifs de quelque chose, et s'ils sont aussi forts dans les films de Romero, c'est parce que ils représentent quelque chose. Ils ne sont pas ils sont la métaphore de rien, mais ils permettent de dire quelque chose dans leur temps. Mais maintenant, on est au moment des fanboys, et voilà. Et comme tu l'as dit, le Justice League, d'un coup, on se retrouve avec un film qui ne fait que d'iconiciser ces personnages et qui se garde bien de pouvoir d'accorder un petit peu de signification à ce que ça veut dire. Donc c'est-à-dire qu'on est dans ils sont constamment iconiques, ils n'ont en termes de scénario, c'est une hérésie totale. Enfin, pendant 2 heures, moi j'ai regardé le film en 3 fois, et les 2 premières heures du film sur 4 heures, c'est la scène d'exposition, c'est-à-dire en sachant même qu'il y a des doublons, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, des personnages qui sont exposés 2 fois. Je crois que c'est le cas d'Aquaman. À un moment, je regardais ça de façon un peu distante, mais je me dis mais en fait, on a une 2e scène d'exposition d'Aquaman. Son arc narratif n'est toujours pas entamé. Il n'est toujours pas entamé. Il ne le réexpose encore personnage, alors qu'on sait très bien qui c'est. Juste pour nous donner le plaisir de le voir entre 2 vagues tel Moïse avec une nouvelle chanson. Je dit mais c'est incroyable, oui, mais ça serait sidérant. Ça, pourquoi pas, enfin à la limite, parce que c'est vrai que dans les films super-héros, souvent, ce qui est le plus intéressant finalement, c'est l'exposition, c'est de découvrir les personnages. Moi j'ai le souvenir d'Incassable par exemple, c'est 2 heures de présentation d'un personnage qui se découvre. Ça pourrait être ça. Moi je lui demande pas de me sortir une intrigue rocambolesque à la James Bond pour me tenir en intérêt. Moi s'il veut faire une chronique de super-héros, pourquoi pas. Sauf que là c'est absolument pas le cas non plus, que ce soit dans les 2 premières heures ou dans les 2 dernières d'ailleurs. Il ne se passe rien en fait. Non, il se passe strictement rien, à part juste le plaisir. C'est pour ça que je parlais de ce qu'on pouvait reprocher au cinéma des années 80, dont on voit bien avec un certain recul qu'il y avait encore une certaine dose de classicisme, de façon d'envisager le récit qui n'apparaissait pas de façon évidente à l'époque, mais maintenant on se rend bien compte que c'était quand même, maintenant c'est presque des films de classiques quoi, des fois. Là d'un coup on est arrivé à un moment où on se dit mais putain, en fait il y a bien plus besoin d'avoir un personnage qui a un peu de substance, juste leur apparence suffit, et on s'en fout de faire n'importe quoi avec eux. Et quand moi après tu compares ça, enfin c'est pas que tu compares ça avec Incassable, mais Incassable clairement il y a des arcs narratifs très clairs, oui, même si c'est l'exposition où à un moment on voit qu'il y a une icône qui va transparaître. L'arc narratif de David Dunn il est clair. Là les arcs narratifs de Superman, on se dit mais c'est hallucinant. Enfin faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre que d'un coup le bonhomme il a son humanité qui se rattache à la Lois Lane, que rien n'est fait dans le récit pour la faire venir à un moment, pour faire revenir Superman à sa raison d'être un petit peu entre deux, soit Dieu soit homme. Il y a que le personnage de Cyborg qui a éventuellement un arc narratif qui est nul à chier, j'ai envie de dire. C'est un truc très commun, j'ai des problèmes avec mon papa, mais au moins il y a un truc, mais tous les autres personnages n'ont absolument rien. Donc c'est là, mais c'est sidérant quoi, c'est sidérant. Ça donne, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas eu cette impression. C'est des choses dont on a déjà parlé à l'émission, je pense, mais j'ai pas vu la première version de Justice League par Joss Whedon. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis pas convaincu que ce soit très intéressant, mais là, le fait est que quand on voit Justice League, l'impression que j'avais, en tout cas, c'était qu'en effet, il manquait un producteur. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que Zack Snyder était amoureux de ses images. Parce que c'est les siennes tout simplement, et du coup il voulait tout mettre en sachant tout à fait pertinemment que il n'en avait pas besoin. C'est-à-dire que il va y avoir des longs tunnels de dialogue par exemple qui sont visuellement inintéressants. Tu comparais ça tout à l'heure au cinéma des années 80, au cinéaste des années 80 du clip ou autre chose, qui racontait quand même quelque chose et qui avait des images qui étaient intéressantes. Là, les images sont complètement inintéressantes. C'est pas parce qu'il a fait un format 4/3 et qu'il a viré les couleurs pour que ça soit très sombre que ça le rend pertinent ou beau ou quoi que ce soit. Absolument pas. Hein. Je trouvais ça quand même souvent très laid et vraiment inintéressant visuellement. Et je pense au moins les 3/4 des scènes du film sont absolument inutiles. Inutile dans le sens où en effet ça fait pas avancer l'histoire, parce que de toute façon l'histoire est très très simple, il n'y a pas besoin de ça.
ça ne permet pas non plus surtout de créer le moindre intérêt pour le spectateur. C'est-à-dire qu'à aucun moment on est intéressé par le moindre personnage. C'est quand même fou d'avoir autant de personnages justement qui sont en effet des icônes à la base, des icônes de super-héros. C'est Superman, c'est Batman, c'est des gens comme ça. Oui, pourquoi pas en faire des icônes, mais on s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'il est incapable de nous intéresser aux personnages. Et je sais que juste après, j'ai poussé le vice un peu loin, mais j'ai été voir Aquaman de James Wan. C'était vraiment maso, hein. Mais je suis professionnel, monsieur. J'aurais pu attendre de vous que vous fassiez la même chose. D'accord ? Non, j'ai surtout été le voir parce que notre intérimaire Jules Topoc a été le voir quand même 2 fois au cinéma. Je me suis dit, putain, il devait y avoir quelque chose pour qu'il aille voir 2 fois. Non, je pense qu'il est juste moi, il va voir taré. 2 fois les Asghar Farhadi, puis de temps en temps, il fait 2 fois Aquaman, quoi. Et une fois, il a été le voir quand même à la place du Parrain 2. Bref, je voudrais pas non plus taper sur Jules Topoc comme ça, mais Aquaman, pour le coup, tout en ressemblant quand même à s'y méprendre à un film Marvel, a quand même cet intérêt, en effet. Ça dure 2h30 Aquaman. Hein. Putain, ouais. Et ben les 2h30 sont passées vachement plus vite que les 4 heures de Zack Snyder. Et Aquaman, ça fait vachement de bien. C'est terrible, hein. Ça fait beaucoup de bien après avoir vu Justice League. Si vous voulez vous laver les yeux de Justice League sans non plus vous faire trop mal à regarder un vrai bon film, vous pouvez regarder Aquaman. Déjà parce que c'est bourré de couleurs. C'est génial. Alors, tu te dis, waouh, ça fait du bien. On a besoin de ça en ce moment, de couleurs. Il y a Willem Dafoe qui a été rajeuni numériquement pour plusieurs scènes, qui est encore plus flippant du coup. Et ça fait plaisir. Nicole Kidman qui est toujours aussi flippante aussi. Ça fait plaisir. Et en fait, il y a justement une espèce de t'as l'impression d'avoir un objet extrêmement romanesque, mais vraiment très très romanesque, généreux, décomplexé, mais en même temps, on fait pas ça par-dessus la jambe. Des angles de caméra parfois presque expérimentaux pour des scènes d'action. Et je me doute bien que j'ai cette impression-là parce que j'avais vu 4 heures de Zack Snyder juste avant, hein. Mais c'est pour justement de montrer à quel point Zack Snyder devait être lamentable. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Aquaman. Mais moi c'est vraiment, je pense que ça va devenir un maître étalon pour moi d'un certain type de cinéma, ce truc-là. Parce que clairement, c'est pour ça, encore une fois, je reviens à ma comparaison avec les trucs de tout l'appareil critique. C'est tellement de temps sur Zack Snyder. Oh, la vache. Toutes les critiques avaient pu être faites sur ce nouveau cinéma du visuel, qui était un cinéma qui vendait, qui était là où les gens créaient des images pour vendre leurs propres choses, tous ces gens qui venaient de la pub ou du clip, et là on a l'impression que c'est ça. Enfin, quand tu dis que finalement Superman par exemple, quand il renaît, c'est finalement une certaine d'une certaine façon c'est aussi son film qui renaît, son film qu'il ressuscite, mais on a l'impression qu'on voit le film et la pub pour le film en même temps. C'est-à-dire que la façon dont il a d'envisager ses personnages, c'est de créer l'image la plus séduisante pour que les gens l'achètent. Donc finalement, c'est comme un truc qui se mord la queue complètement. C'est la publicité. Le film est sa propre publicité. Et tout comme les personnages, il fait la même chose pour son truc. Plutôt que de créer des personnages, il nous les vend en fait. Il nous les vend en nous créant une sorte d'image qui se veut la plus séduisante possible. Parce qu'encore une fois, moi je pense que c'est juste pas ma génération. Donc moi je peux pas. Les images, son étalonnage et tout ça, c'est pas ma cam. Je déteste ça. Mais même si je pourrais très bien apprécier un film qui soit fait dans cette sorte de gamme chromatique et compagnie, je pourrais, mais il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Et là c'est juste impossible, c'est vraiment une grosse merde. Donc on reverra ça dans 20 ans et puis on dira à peu près la même chose qu'on peut dire aujourd'hui sur Tony Scott, à savoir putain les gens sont vraiment passés à côté, quelle bande de cons. C'est un peu la porte du paradis de Zack Snyder. Et ça vieillit bien, et voilà, c'est autre chose que ce Fury Road que tout le monde a oublié. Dans 20 ans pour une nouvelle chronique donc de Justice League. Entendu. Tout est donc clair et net. Écoutez, je veux que vous soyez moins sévère avec eux. Non. Jérôme? Non. C'est votre dernier mot? Le dernier. Dans le Paris des républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carpeau. Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvres fantômes des brumes, sans revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un
un peu le piano à bretelles. À chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris c'est plusieurs villages et chacun a son visage. Le 16e a son langage et la bastoche a le sien. Oh, Nikos en argomuche, et Pantin se dit Pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses sont bien faites. Pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence. Rien ne vaut l'air de Paris, et allez donc en voilà ritournelle. De la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeux. Réveille un peu le piano à bretelles. On se croirait au printemps et le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne, la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc en voilà ritournelle, de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeux. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant, on ne pourrait pas faire mieux. Je vous l'ai déjà dit, les chefs d'État, c'est une assemblée de copropriétaires. C'est pas le portique d'Aristote. Vous leur parlez de la cage d'escalier, ils aiment. Vous leur parlez de l'avenir du monde, ils regardent ailleurs. Et en plus, ils ont l'impression que vous cherchez à les enfumer. Les Américains, ils ont ravalé l'immeuble. Du coup, ça brille. Tout le monde est ébloui. Même s'ils font sauter le quartier. Mais en fait, c'est pire que tout. Parce que non seulement ils vont intervenir au Loos-Démistan comme ils le voulaient, mais en plus, ils vont légitimer ça par l'ONU, c'est ça. Et nous, on a fait quoi? On a fait les poètes du Parnage qui découvrent les feuilles en automne. Non mais, on est complètement hors jeu. Hein. Voilà. Voilà quoi, KU. Ce discours, même écrit avec les pieds, il a eu une vertu. On a marqué notre position. On a pris date. Et maintenant, il faut enfoncer le clou. On ne doit pas mettre un orteil au Loos-Démistan. Je vais vous dire, moi, contrairement à ce que vous croyez, on a pris un temps d'avance. On a tracé une ligne. D'un côté, vous avez l'esprit, la vision, et de l'autre, le pognon, le pétrole, les intérêts. Les néocons. Vous avez lu Tintin? Vous l'avez lu, Tintin? Vous vous en souvenez? Et pourquoi vous vous en souvenez, à votre avis? Tintin, ce sont des enjeux énormes. La Lune, l'Amérique, l'or noir. Mais Tintin, c'est le rythme. Le rythme. Tac, tac, tac. Une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Le barbu, là, Haddock. Voilà, il se prend les pieds dans les tuyaux. Il se cogne la tête, saute dans la Jeep et ça vous propulse à la page suivante. Vous pouvez pas faire autrement. Et là, plaf, sur toute la page, vous voyez une fusée. Gigantesque. Rouge et blanche. De 100 mètres de haut. Eh ben nous, on fait pareil. Tac, 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 discours, les gens écoutent. Tac, 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 prise de position. Les gens s'envolent, prennent de la hauteur. Tac. Les gens se retrouvent face au monde. Voilà, ça donne le tournis, hein. C'était un extrait à l'instant de Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, et puis juste avant une chanson extraite des Enfants gâtés, encore une fois de Bertrand Tavernier, chantée, vous l'aurez reconnu, par messieurs Rochefort et Marielle, qui n'apparaissaient pas dans le film. On en avait déjà causé, je crois, ça devait être à l'occasion de la disparition de l'un d'entre eux, si je me souviens bien. Tout de suite, dans cette deuxième partie d'émission, on va revenir encore une fois, et c'est jamais trop, sur Sidney Lumet, à l'occasion de la sortie en Blu-ray chez Rimini des Yeux du Diable en français, Child's Play. Les Yeux de Satan.
Les yeux de Satan, oui. De toute façon, comme le dit Monsieur Ciotta dans les bonus, c'est vrai que la traduction française était un petit peu aléatoire et devait chercher à surfer sur quelques succès de l'époque, puisque le film date du tout début des années 70. Voilà, des films d'époque, évidemment, où il y avait un petit peu de satanisme dedans. Child's Play de Sidney Lumet qui tourne entre The Offense et Serpico. Il est assez prolifique quand même, toujours là dans les débuts des années 70, qui était un petit peu indisponible en France depuis très longtemps. Il était ressorti chez Warner aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a quelque temps déjà, et qui fait partie de ces films de Lumet que le public ne connaît pas, qui selon moi n'est pas du tout un de ses meilleurs films, mais même un petit film de Lumet, en fait, ça reste tellement plus impressionnant que le meilleur film de Zack Snyder. En antenne, pour terminer quand même sur Zack Snyder, on est arrivé à la conclusion qu'il était sans doute un peu con et un peu nazi. C'est le Leni Riefenstahl. Je vous passe toute la réflexion qui a amené à ça en antenne. Mais pour terminer, ce qui n'est pas le cas donc de Sidney Lumet, et voilà, on attend toujours avec impatience de nombreux de ses films. Je disais que c'était pas son meilleur, je reste convaincu, et encore une fois, je trouve ce film vraiment super, mais que Lumet arrive à son meilleur dans les années 80 en fait, et il y a encore beaucoup de films de Lumet des années 80 qu'il est temps de remettre en avant et de faire sortir en Blu-ray, c'est un appel à beaucoup d'éditeurs vidéo, mais c'est dans les années 80 que Lumet, je pense, arrive vraiment au top de sa forme de cinéaste, et il a encore un poil, je pense, dans l'expérimentation en fait à cette époque, en ce début des années 70. J'ai revu dernièrement aussi, comme je le disais, il y a le Gang Anderson qui est ressorti à nouveau en Blu-ray dans une nouvelle collection chez Sidonis, donc avec présentation de messieurs Tavernier, Briand et consorts. Et je me suis fait à peu près la même réflexion devant les deux films, le Gang Anderson et Child's Play, c'est que ça serait n'importe quel autre cinéaste, je pense, qui aurait fait ces films-là. Je me serais dit, waouh, c'est une pépite totale. J'ai jamais vu une histoire pareille, jamais filmé comme ça. C'est génial. Il faut absolument crier sur tous les toits que c'est un chef-d'œuvre, en fait. Et le fait que ça soit un film de Lumet, je peux évidemment pas crier au chef-d'œuvre, puisque c'est loin d'être son meilleur film. Et ça paraît même parfois en dessous de ce qu'il est, selon moi, capable de faire. Il en a parlé en plus de Child's Play dans son livre Faire un film. Il en est pas très content. Il en était pas très content parce que il sentait qu'il avait raté des choses qu'il avait eu envie de faire, ce qui est évidemment problématique pour un réalisateur, même si au final, moi, je trouve que ça aide, ça ajoute quelque chose de supplémentaire au film. Il s'agit de la dimension surnaturelle un petit peu, qui est totalement absente en effet du film, et je trouve que c'est ce qui fait son intérêt principalement. Et puis un conflit sur la fin du film, enfin un conflit, en tout cas une déception de la fin du film. Il avait tourné visiblement plusieurs de fins différentes, et voilà, donc il y avait un problème à ce niveau-là. Ça posait problème de toute façon d'avoir à tergiverser sur comment terminer une histoire qui est adaptée d'une pièce, tout ça. Je ramène les gens vers les bonus, enfin le bonus notamment, donc c'est Michel Ciotta qui intervient, qui a ses petites fiches. Je devrais faire la même chose. Je pense que ça serait beaucoup plus clair, et on gagnerait du temps si j'avais moi aussi des petites fiches que je pouvais lire, surtout qu'on est à la radio, que personne ne me verrait en train de faire semblant d'improviser tout ce que je suis en train de raconter. Faudrait peut-être que je me remette à préparer un petit peu cette émission. Tu fais bien de m'y faire penser, Antonin. Reste que moi, c'est un film que j'avais hâte en fait qui ressorte enfin, et j'ai malheureusement eu assez peu de temps pour revoir un film auquel il m'avait tout de suite fait penser. C'est Le Cercle des Poètes Disparus. Qui reste l'un des films qui me pose problème dans la carrière de Peter Weir, Le Cercle des Poètes, qui date donc de près de 20 ans, il a été fait près de 20 ans après, et qui présentait donc ce professeur de Robin Williams comme une espèce de gourou pour ses élèves, mais un gourou positif, qui leur apprenait ce qu'était la liberté grosso modo, quoi, et la poésie, et youpla boum. Et là, en effet, on a un espèce de 20 ans avant d'un contre-champ total, où en effet, la figure d'un professeur, et dans tout ce qui peut représenter en effet un espèce de mentor, de gourou, et plus encore, si on veut, d'un ami, d'un parent, de tout ce qu'on veut, en fait, et du danger. Il faudrait peut-être un petit peu pitcher le film quand même, parce que le film n'est pas très connu. Non, c'est vrai que ça se passe dans un établissement scolaire catholique, et c'est vrai que parmi les forces en présence, on a du coup ce professeur qui nous est montré un petit peu
comme une sorte de force progressiste, libérale, et un autre professeur incarné par James Mason qui lui incarne une sorte de figure plus autoritaire, assez dur avec ses élèves, très peu aimé de ses élèves, et entre les deux qui est montré comme un monstre, un personnage de témoin, enfin notre avatar en tant que spectateur, Beau Bridges, qui arrive là-dedans, ancien élève de cette institution catholique, qui arrive en tant que témoin entre la dissension qu'il y a entre ces deux professeurs et surtout des phénomènes de violence inexpliqués qui a lieu parmi les élèves, quoi. Et évidemment, comme chez tout film de Lumet, il n'y a rien de manichéen dans tout ça. C'est bien d'avoir en effet ce personnage du jeune prof qui va débarquer et c'est via ses yeux qu'on va tout découvrir. Et c'est pour ça que je disais que je pense que Lumet n'est pas encore au top de sa forme. Il va faire 10 ans plus tard des films vraiment gris où là il n'est pas question d'affrontement ou entre le bien et le mal, le noir et le blanc ou des choses comme ça, mais où tout sera vraiment gris. Là on a quelque chose d'un peu particulier qui va annoncer tout ça, mais on pense qu'un personnage est mauvais, on va découvrir que c'est pas le cas, et inversement de l'autre côté, il va inverser comme ça justement les impressions que le spectateur peut avoir d'un personnage, ce qui rend l'objet encore une fois tout à fait fascinant et surprenant, mais qui me paraît un poil en deçà justement de ce qu'il fera plus tard. Ouais, complètement. Moi, je pense le film est complètement, il est fascinant, et moi je l'ai vu quasiment juste après Justice League. Clairement, ça lave les yeux, et du coup, tu surestimes le film quelque part, parce que ça te fait vraiment du bien de voir un film qui est bien mis en scène, quoi, où qui a d'un coup à un moment la caméra elle est à sa place parce que c'est là où elle doit être, parce que c'est ça qui va appuyer quelque chose, quoi. Mais clairement, et puis il est hyper intéressant dans le cadre de cette carrière de Lumet par rapport à plein de problématiques. Après, moi je sais que chez Lumet, effectivement, je le tiens pour un très 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 grand metteur en scène, mais j'ai toujours l'impression que pour le coup, quand tu dis mais après, bah oui, parce qu'en fait je pense qu'il y a chez Lumet, il y a toujours un truc qui me gêne dans certains de ses films, et particulièrement ceux qui sont adaptés d'une pièce de théâtre, et il en a beaucoup adapté. J'ai même quasiment fait une liste, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup dès le premier, parce que 12 hommes en colère, mais Ecous, même The Offense, ce sont des adaptations de pièces de théâtre, et ça c'est souvent le cas dans beaucoup de films de cinéma qui sont adaptés de pièces de théâtre depuis dans les années 50 jusqu'aux années 70, c'est que les metteurs en scène ont tendance à un peu surcompenser pour justement qu'on ne leur reproche pas de faire du théâtre filmé par une mise en scène beaucoup très expressive, enfin même surexpressive. Et j'ai parfois eu l'impression que chez Lumet, il y avait eu cette tentation-là. Dans 12 hommes en colère, clairement, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un aboutissement en plastique, mais clairement, si j'avais un reproche à faire là-dessus, c'est que je me dis des fois, c'est vraiment presque trop millimétré en termes de mise en scène, en termes de découpage et compagnie. Et c'est quelque chose qui va vraiment plus se développer dans Ecous, qui est un film que je trouve absolument fascinant, mais qui, pour le coup, pareil... Tu le présentais pas comme ça il y a quelques années. Non, mais moi, j'aime beaucoup... Tu m'as parlé de Nanar. Mais peut-être, ouais, parce que pour moi c'est presque une qualité, et je pourrais le mettre dans Child's Play, parce que quand tu disais que c'est un film qui est bancal mais qui est fascinant, clairement Child's Play, je dirais jamais que c'est un aboutissement. Child's Play, c'est un film qui a un énorme problème, mais du coup ce problème-là est aussi sa force, et c'est pour ça que d'ailleurs même le titre français, clairement c'est un contresens, mais pas tant que ça, parce que le film a une grosse fausse piste, et une fausse piste qui est très très mal gérée, ce côté justement dans lequel va s'investir Lumet en tant que côté très expressif, très le climat fantastique qu'il va mettre là-dedans va s'avérer être une fausse piste en fait, quoi. Et au fur et à mesure que quelques révélations vont avoir lieu, mais du coup ça va complètement rendre bancale cette mise en scène qui va être adoptée. Je sais que moi il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, c'est la représentation des lycéens. C'est déjà des adultes, hein. On est dans le village des damnés, oui. Clairement c'est intéressant, mais ceci dit, c'est complètement artificiel quelque part, parce que au niveau, sur un plan de pure vraisemblance, on se dit il y a un gros manque. Une fois que la révélation finale est arrivée, on se dit ouais, t'as traité ça, moi avec l'argument du surnaturel j'y crois, à partir du moment où je sais que c'est plus surnaturel j'y crois plus du tout, et je pense que c'est un artifice aussi qui vient du fait, et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les adaptations de pièces de théâtre,
cette condensation dramaturgique qui est valable au théâtre, cette sorte de resserrement dramaturgique, des enjeux sur un type de personnage où tout est relativement lisible, ce resserrement aussi de géographique dans différentes pièces, elle est acceptable dans les conventions du théâtre, mais une fois passé dans le registre cinématographique, c'est plus compliqué. Et moi, j'ai l'impression que là-dedans, effectivement, et comme dans beaucoup de films de Lumet ou d'autres qui sont adaptés de pièces de théâtre, il y a certains resserrements dramaturgiques et certains procédés qui ne fonctionnent plus. Et je pense que la représentation des enfants comme une sorte de masse uniforme, presque des body snatchers ou justement le village des damnés, c'est un peu compliqué, même si plastiquement ça marche et ça crée quelque chose, quoi, mais ça ne tient pas debout. Alors, parce que moi j'ai découvert le film c'était il y a quand même quelques temps, de façon totalement illégale. Au moment où je découvrais justement Sidney Lumet, j'avais vu le film sans connaître son titre français et j'avais aucune idée de ce dont ça allait parler en fait. À aucun moment j'ai pensé tiens il y a du surnaturel, parce que pour moi Lumet il allait pas rentrer à faire un film justement avec du fantastique ou du surnaturel ou quoi que ce soit, donc à aucun moment je m'étais préparé à voir du surnaturel et j'en ai pas vu d'ailleurs, et ça m'allait tout à fait en fait, et je regardais ça justement plutôt avec cette idée, donc à l'époque je devais découvrir aussi des films comme À bout de course, des choses comme ça où Lumet parle vraiment de façon très explicite de transmission entre générations, et puis de cette force du père sur l'enfant, des choses de ce genre. Et c'est pour ça que je le comparais tout à l'heure aussi, comme d'autres films de professeurs, hein, sans doute, Noce Blanche ou Le Professeur justement aussi avec Delon. Il y a des films comme ça qui parlent de toute façon de cette position du professeur. Il y a justement, je ne sais pas si on en parle là, mais À travers le miroir de Nicolas Ray qui est exceptionnel, mais avec James Mason déjà. Voilà, ce pouvoir du professeur. Et donc évidemment, ça rentrait, quand je le découvre, ça rentre complètement dans cette problématique, ou en tout cas dans ces questions que se pose Lumet sur le problème de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre ? Et là, cette position du professeur, c'est l'un des rares films, je crois, justement, où il emploie ce tel emploi, justement, ce tel rôle chez un personnage. Le danger que peut représenter un professeur et l'influence qu'il peut avoir sur la jeunesse, en sachant très bien, le film date de début 70, justement toutes les problématiques qui peuvent de société américaine, hein, qui vont autour, et les inquiétudes autour de la jeunesse qu'il peut y avoir à c'est marrant parce qu'il est vraiment à contre-courant finalement, et Ciotat en parle bien dans le bonus. Il disait mais c'est vrai que c'est pas étonnant rétrospectivement de se dire que le film n'a pas eu un succès, parce qu'on se dit d'évoluer ce rôle à la jeunesse justement, qui est plutôt valorisé à l'époque quand même, voilà. Qui est quand même l'énergie contestataire, et la liberté, et qui est censé représenter justement et au contraire là, et là non, voilà. dans le trajet du film au final c'est plutôt la force réactionnaire qu'on voit, qu'on devine ou qu'on nous présente comme réactionnaire à un moment, qui est plutôt porteuse d'une sorte de dignité morale, quoi. Et ça c'est marrant parce que ça rejoint de toute façon une autre thématique très lumétienne qui est le groupe. Enfin, dans tout le Lumet, c'est vraiment ce truc-là, des personnages qui sont de toute façon en lutte entre le conformisme intimé par le groupe social dans lequel ils sont et leur libre arbitre qui leur intime peut-être de quitter ça. Ça crée ce phénomène du chevalier blanc dont on parlait dans nos émissions Lumet. Okay, là, mais tout est dans déjà 12 ans en colère. Complètement. Ouais. Et aussi, mais ça crée aussi des personnages plus tragiques. Je pense à son dernier film qui est un immense chef-d'œuvre, la 7h58 ce samedi-là, où vraiment on a des personnages qui quittent et essayent de quitter un groupe social qui serait plus la famille, mais qui ça va être une tragédie parce qu'ils vont le quitter d'une mauvaise façon. Mais on a en tout cas toujours cette énergie-là entre le groupe qui est censé le conformisme que ça induit, et ce personnage qui veut s'extirper de ça. De toute façon, on aura ceci dit toujours ça. Mais là, tel qu'il est posé dans Ed Shakespeare, on dit ah putain c'est couillu, parce que à cette époque-là, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment pas jeune, du tout dans l'air du temps, quoi. Ce jeune justement qui serait dans l'air du temps, c'est ce jeune prof, c'est Beau Bridges, qui a justement ses cheveux longs un petit peu, et c'est lui qui va représenter la jeunesse, une forme de jeunesse justement, pas celle qui est encore à l'école, pas ces lycéens, pas ces collégiens qui sont en danger justement, selon en tout cas ce que le film raconte, qui eux sont en danger, et donc qui seraient la génération future, les prochains jeunes. Et là je crois que Lumet il annonce un truc qui est profondément vrai, c'est-à-dire que là c'est en 71-72 que le film sort. À ce moment-là, cette jeunesse contestataire et prise de liberté qui est consciente de ce qui se passe, c'est Beau Bridges, et en effet ce personnage-là est conscient, il va découvrir en tout cas ce qui se passe. Par contre, la prochaine génération, elle, est déjà en train en fait de se fourvoyer et de partir sur une mauvaise porte.
Et en fait, il a complètement raison. La génération d'après, ça va être les années 80. Et en fait, il annonce malgré lui, il annonce un petit peu ce truc-là de cette génération de zombies qui rentrent en effet dans un moule et qui veut bien croire un personnage qui, en plus, justement, un personnage de prof qui se présente comme une espèce de super ami, de super gourou, comme pourrait l'être justement le Robin Williams, j'exagère un petit peu, hein, mais du Cercle des Poètes Disparus. Et là, ça inquiète Lumet, je pense, ce genre de personnage gourou. Oui, complètement. Pour qu'il fasse ce film-là à ce moment-là, on a vraiment ça. Au-delà du fait que clairement il y avait cette mode du film de satanisme, mais bon là, on n'aura pas le temps de parler de Meurtre sous contrôle, qui s'y inscrit complètement. Ce qu'on a affaire, qui est pareil, édité chez Rémi de Larry Cohen, où on a un personnage qui va être guidé par une sorte de figure un peu satanique pour accomplir des crimes, et une figure de Christ, une figure d'antéchrist. On est vraiment dans ce courant-là. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ce côté un peu théâtral. Parce que clairement, moi, je trouve que c'est brillant tel que c'est mis en scène, comme souvent chez Lumet, quoi. Je dis, quand on voit des scènes, comment il va réutiliser le découpage, comment il va utiliser les profondeurs de champ, même truqué avec les doubles focales et compagnie. Voilà, on se dit tous les rapports de pouvoir, enfin de relations entre les différents types de parties en présence sont admirablement bien mis en scène. Encore une fois, je pense, de façon, on va dire, pour quitter un petit peu le registre théâtral aussi, de se dire qu'est-ce que c'est la plus cinématographique possible pour ça. Mais ceci dit, le film a un côté très renfermé. Certes, c'est un huis clos, voilà, ça pourrait être une force, mais c'est aussi une faiblesse. J'ai toujours l'impression que le film est comme quelques autres films de Lumet, je me dis, c'est un petit peu étriqué, c'est dommage, ça a du mal à respirer. Cloche, et c'est vrai que j'ai l'impression que moi, souvent, ces films adaptés de pièces de théâtre, et même The Offense, il y a ça, je trouve qu'il y a un côté tout l'héritage théâtral où ça fonctionne comme ça, le théâtre probablement, sans être spécialiste en théâtre, mais il y a un phénomène de condensation dramaturgique et tout ça qui au théâtre doit fonctionner, mais au cinéma d'un coup ça crée un truc un peu étriqué. Et ce que disait Lumet sur ce film-là en particulier, justement, hein, dans son livre il le comparait justement à ce qu'il avait vu sur scène pour cette pièce, et là il se rendait compte que en cinéma ça ne fonctionnait pas. Mais je pense, et je pense, c'est marrant parce que je pense que cette question du théâtre, en tout cas chez Lumet, elle est centrale, parce que finalement, ça l'a jamais quitté, ce truc-là. Et des fois, ça a été vraiment une force, parce que je pense que tous ces personnages, à travers cette thématique dont on parlait, de ce fameux rapport de l'individu par rapport au groupe, il y a une façon d'envisager aussi la société comme une sorte de jeu de rôle dans lequel le personnage, soit il incarne le rôle qu'on lui demande d'incarner, soit il va essayer d'en dévier. Mais en tout cas, tous les films de Lumet, il y a une vraie récurrence de ce dispositif du spectacle théâtral. Si on prend par exemple le cas d'un après-midi de chien avec tout le public qui va être devant la banque, si on prend le cas de Network, si on prend le cas des nombreux films qu'il a fait sur le système judiciaire avec le dispositif du procès, salle, où on a vraiment ce rapport-là de l'individu mis sur une scène et qui est soumis à un public, c'est quelque chose qui est très proche d'un héritage théâtral et qui lui permet de déployer cette thématique justement du personnage qui va vraiment devoir soit se conformer au rôle qu'on lui a demandé d'incarner. C'est le cas de Serpico quand quand il joue le bandit, ou c'est le cas aussi de lui quand il va être dépourvu de rôle parce que du coup la police le réprouve, quoi. Et en fait il y a toujours de toute façon le rapport de l'individu soumis au regard du groupe, d'un public ou d'un groupe social auquel il appartient. Et ce truc-là, dans ces adaptations, j'ai l'impression vraiment théâtrales, du coup il est il n'est plus là, en fait, j'ai envie de dire. C'est que d'un coup, c'est comme si c'était le spectateur lui-même du film qui devait jouer ce rôle-là. Il n'y a plus ce dédoublement qui a lieu dans les autres films qui ne sont pas d'origine théâtrale, où là, d'un coup, le spectateur a une place qui va être dévolue à d'autres personnages. Enfin, c'est pas très clair, hein, mais voilà, il y a un truc qui va être... Par contre, tu vois, pour terminer, moi, il y a un truc qui m'intéresse pas mal dans Child's Play, et qui a lien pour le coup avec du vrai cinéma, c'est-à-dire que c'est la façon dont il va filmer justement deux espaces qui va mettre en relation dans le film. Le premier, c'est cet espace de la classe, et comme tu le disais, voilà, il y a ce rapport au spectateur avec ces gens qui assistent grosso modo à un spectacle, celui d'un professeur. Donc on a ces gens assis, on a ce professeur face à eux qui fait leur spectacle. Dans une salle de classe normale, tout le monde peut imaginer ce à quoi ça ressemble. Et en parallèle,
peu après, il va nous montrer une scène dans la chapelle, puisque c'est un lycée, c'est jésuite, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, il y a une chapelle. Et il y a cette séquence justement, donc moi d'un coup j'ai fait le lien à le professeur pourrait avoir la place justement de cette forme de Jésus, de sauveur. Tu vois, c'est justement vu qu'il y a cette forme de gourou, en plus de prof gourou ou de prof inquiétant, Jésus pourrait être à la fois justement ce prof qui leur fait peur ou ce prof qui leur plaît tant. Et les élèves vont eux-mêmes remplacer du coup pour torturer un de leurs camarades le Jésus de la chapelle par l'un d'entre eux et l'attacher. Et voilà, il y a quelque chose qui passe uniquement par les images. Et on parlait tout à l'heure de Zack Snyder qui arrivait avec ses gros sabots pour rien raconter, ou même quand on parlait tout à l'heure de Tavernier avait une grosse tendance quand même à surexpliquer tout ce qu'il faisait. Et là, moi, de voir ce film de Lumet et de voir que rien que ce petit truc-là, il y a sans doute beaucoup d'autres choses à analyser dans Child's Play, mais ce rapport-là entre ces deux espaces, entre qu'est-ce que ça peut être justement d'être prof, et de le montrer uniquement via des images en fait, via des complètement. Il y a un truc, je crois que tu te rends compte que oui, tu as affaire à un metteur en scène, un cinéaste qui en fait. Réfléchit, et puis clairement, et je pense que tu parles de ça, moi ça me fait penser, et je crois que Ciotta l'aborde aussi dans le bonus, mais par exemple la façon dont James Mason, qui il faut le dire est absolument incroyable dans le film, par contre la prestation est folle, et qui incarne du coup le personnage un peu autoritaire, le prof old school, et l'autre prof qui est au contraire proche de ses élèves. Comment ça s'incarne en termes de scénographie, et ça va rejoindre un petit peu le sujet, c'est que d'un coup, qu'est-ce que c'est le dispositif de la classe de James Mason? C'est qu'on a un maître, des élèves et une frontière très bien à garder entre les deux. Donc c'est-à-dire que c'est les élèves qui doivent suivre le maître, quoi. Et l'autre professeur, a priori plus libéral, au contraire, est dans la classe. Il a quitté la position d'autorité pour aller au milieu de ses élèves. Et d'ailleurs, il finira au milieu de ses élèves aussi. Mais cette barrière justement d'autorité, ou en tout cas de circulation entre quelqu'un qui fait la classe et ceux qui les écoutent, a été en tout cas annihilé par lui-même, c'est-à-dire qu'il se met au milieu d'eux scénographiquement dans la scène, et j'imagine qu'au théâtre ça devait être un petit peu la même chose. Voilà, il y a une sorte de réflexion plastique, en tout cas formelle, sur comment on gère cet espace-là, quoi. Il est malheureusement temps de nous quitter. Les yeux du diable, les yeux de Satan, les yeux du diable, les yeux de Satan. J'arriverai pas à Child's Play. Est donc disponible en Blu-ray, enfin, chez Rimini. Merci à eux de s'occuper de ces films de Lumet. Il y en a encore quelques-uns, hein. N'hésitez pas. Et puis Justice League, vous pourrez le trouver comme vous voulez. Ouais, surtout ne payez pas. C'est pas la peine de faire de la publicité non plus pour cette chose. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission en podcast, bien évidemment sur le site de Canal B, et puis retrouver les liens sur les différents réseaux sociaux que le cinéma est mort utilise. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se quitte avec un extrait de, si je ne dis pas de bêtises, justement Child's Play. Ouais. Pour info, vous retrouverez aussi sur les réseaux sociaux quelques liens pour des entretiens que le docteur Moreau, ici présent, il n'y a pas encore le lien, a pu donner. Non, mais on peut retrouver par exemple un ancien qui avait été donné chez Querelle. On n'avait pas fait la promotion, je crois, de cette émission, de ce podcast qu'on peut retrouver notamment sur YouTube. Mais suivez-nous donc sur les réseaux sociaux pour entendre le docteur parler de sa passion, son hobby, qu'est le cinéma. Merci à vous. C'est mon boulot en ce moment, je donne des entretiens. je suis disponible, hein, si vous voulez un entretien. Voilà, n'hésitez pas à contacter le docteur Moreau si vous voulez donc animer une soirée. Je vaccine aussi, gratos. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Jerome, I'd like a word with you before you go. Come on up to the office. Jerome, about James. What say we let him back in Thursday? The suspension was to have been indefinite. That was before this incident. And now we're to let him back in on Thursday. Why wait that long? 2 whole days. Oh, come on, Jerome. The boy can't be as bad as all that. I've checked his records. He's never been in serious trouble before this. He has his champions, I'm sure. Forgive me, Father, but this sort of leniency has a way of getting back to the boys. Let it then. Maybe this sort of leniency is what we need right now. How have they been to you in class lately, the boys? I'm afraid my students don't lend themselves to lengthy analysis. They might spend more time on their Latin and less on their coiffures. That's hardly to the point, though, is it? Jerome, are you aware of what's been going on in the classrooms? The classroom pranks have become more than pranks, more than adolescent defiance. What they're doing is deliberate and violent. Why? I've no idea, Father. Jerome, we've all got to try to understand what it is driving these boys.
maybe even revise our methods for a while. I'm too rough on them, is that it? Because I expect them to do a little work, possibly even to think. Jerome, you've been here longer than I have, and that puts me in an awkward position. Well, surely you're the headmaster. So I am. All right. Everything right on the line. Jerome, I want you to ease up on those boys. No. Jerome? No. And that's final? That's final. Jerome, I'm afraid it can't be final. What is it you think I've been doing to these boys? I've been teaching here for 30 years. My students have always been important to me. I would have retired this year and been done with it if my students were not important to I me. have a great respect for you as a teacher, but I am know not their your chum. methods. I will not tolerate laziness and stupidity, but I am not an ogre.